Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 3 août 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le gouvernement protégera la filière vanille et effectuera un plaidoyer directement auprès de la Commission européenne concernant le taux de nicotine dans la vanille exportée. La limite finale de dosage de nicotine qui a été fixée engendrera des impacts néfastes sur l'exportation de vanille. Le gouvernement malagasy ne peut pas l'accepter et fera tout ce qu'il peut pour résoudre ce problème. Judika El Radjaniri nous en dit plus. La filière vanille est un pilier majeur de l'économie malagasy et occupe une place particulière sur le marché international. Madagascar est le plus grand exportateur de vanille au monde. Cependant, l'exportation de ce produit est en danger actuellement. En effet, la Commission européenne a établi une nouvelle réglementation qui consiste à abaisser la quantité de nicotine dans la vanille à un maximum de 0,02 mg par kilogramme, alors qu'elle était de 0,3 mg par kilogramme auparavant. De ce fait, il serait difficile pour Madagascar d'exporter ce produit, du fait que 60% de la vanille de Madagascar dispose d'un taux de nicotine dépassant ces 0,02 mg par kilogramme. Madagascar produit toutefois 80% de la vanille mondiale et la vanille représente 10% du PIB. Par conséquent, cette nouvelle règle établie par la Commission européenne n'est pas acceptable et il a été décidé lors du Conseil des ministres que le gouvernement malagasy effectuera un plaidoyer directement auprès de la Commission européenne en n'appliquant pas cette décision. De plus, il n'y a aucune preuve scientifique ou technique claire de l'adoption de cette nouvelle mesure et Madagascar n'a pas été en mesure de se prononcer au préalable par l'intermédiaire de notre représentant auprès de l'Organisation mondiale du commerce ou OMC. Une task force sera ainsi mise en place et y seront représentés par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministère des Affaires étrangères. Ils effectueront le plaidoyer de protéger le filière vanille et l'économie malagasy face à la Commission européenne. Ensuite, le ministère de la Justice procédera à toutes les démarches pour restituer les 49 kilos d'or sortis clandestinement de Madagascar en 2021 et saisis aux Comores. L'affaire judiciaire concernant les deux Malagasy impliqués suit son cours à Madagascar. Les 49 kilos d'or de contrebande saisis aux Comores le 28 décembre 2021 seront rapatriés à Madagascar. Il existe un accord portant référence 5525 du 15 novembre 2000 des Nations Unies concernant la criminalité transnationale ratifié par Madagascar et Comores. Le ministère de la Justice fera la saisine officielle de ces ressources naturelles. Pour rappel, 3 personnes ont été impliquées dans cette contrebande de richesse nationale, 2 Malgaches et un Comorien. Les Malgaches ont été extradés depuis janvier 2022 et les poursuites judiciaires à leur encontre sont en cours. Les chefs d'inculpation sont la contrebande illégale d'or ainsi que la détention, l'achat et la vente des ressources minières sans autorisation. À noter que ces personnes sont également impliquées dans l'affaire de la contrebande de 73 kilos d'or saisis à Johannesburg. Le président de la République a souligné, lors du Conseil des ministres d'hier, que la restitution des richesses naturelles sorties clandestinement sera la priorité du ministère de la Justice. À noter qu'à part les 49 kilos d'or saisis aux Comores et les 73 kilos d'or saisis à Johannesburg, il y a également les 25 kilos d'or saisis aux Seychelles. Et dans la poursuite des efforts du Sénat pour le renforcement de la coopération régionale entre Madagascar et La Réunion, une visite économique du Sénat et des opérateurs économiques malagasy sous la conduite du président du Sénat de Madagascar, Hermanana Razafmaïf, se tient actuellement à La Réunion. Le but de la visite étant d'accompagner les opérateurs malagasy à s'ouvrir au marché régional entre Madagascar et La Réunion et à terme au marché international. Des visites de sites permettant aux opérateurs de s'enquérir de la technicité et de l'expertise réunionnaise ont été au programme de ce déplacement du président du Sénat et sa suite à La Réunion. Vers vous, Lasfiran.
Ce déplacement du Sénat et des opérateurs économiques malagasy à l'île de la Réunion vise à promouvoir les échanges économiques entre Madagascar et la Réunion. C'est le fruit de la collaboration étroite entre le Sénat de Madagascar et la Chambre de commerce et des industries, la Chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que la Chambre de l'agriculture de la Réunion. La visite a comme principal objectif d'accompagner les opérateurs malagasy à intégrer le marché régional entre Madagascar et la Réunion et s'étendre au marché international. La délégation de sénateurs et d'opérateurs malagasy a visité la ferme photovoltaïque d'une puissance de 7 MW crête et une borne de recharge de véhicules électriques autonomes de 22 kW à La Réunion, dans le cadre de la prospection pour le développement de l'énergie renouvelable à Madagascar. La délégation a également visité un site de 30 000 panneaux solaires et la visite des zones d'apiculture a permis à la délégation, conduite par le président du Sénat, d'explorer la possibilité de partenariat entre Madagascar et la Réunion dans ce domaine. Par ailleurs, la délégation a constaté les techniques de transformation de matières premières en aliments pour bétail dans le cadre de la visite du groupe de coopératives Urcopa. Elle a ainsi exploré les potentiels de partenariat entre Urcopa et Madagascar. L'éducation et la formation professionnelle en pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, métallurgie, soins corporels ainsi que le tourisme, le transport, l'import-export, l'industrialisation ont également fait partie des domaines parcourus dans le cadre de cette visite en terre réunionnaise en vue de réaliser des projets concrets dans un cadre de coopération gagnant-gagnant entre les deux îles. Une opération coup de poing aura lieu pour enlever les ordures qui s'amoncellent dans la capitale, selon le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Dans cette perspective, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène apportera son aide à la commune en lui offrant du carburant pour les camions-bennes de la commune en vue de l'assainissement de la capitale. Le gouvernorat d'Annalama contribuera également à cette opération coup de poing. Et afin d'accélérer les travaux, le Conseil des ministres a approuvé la révision du budget interne du ministère de l'Eau et une partie sera consacrée à la réalisation de cette opération. En santé, la nouvelle représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, ou FNUAP, à Madagascar, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Santé publique, Mbouida. La discussion entre les deux parties a porté sur la poursuite de la coopération entre Madagascar et le FNUAP, notamment sur le domaine de la santé, à savoir la planification familiale, la réduction du taux de mortalité des mères lors de l'accouchement et la lutte contre les violences. Plus d'explications. Alors UNFPA appuie les efforts du gouvernement, les priorités du gouvernement dans le cadre de la santé de la reproduction, la santé maternelle, la planification familiale, les violences basées sur le genre et plus particulièrement les pratiques traditionnelles néfastes. Au cours de notre entretien, j'ai vraiment constaté l'engagement fort du gouvernement et au plus haut niveau pour les questions de planification familiale. Je dois dire que depuis de longues années, le chef de l'État est impliqué dans l'amélioration de l'accès des populations aux services et aux informations pour la planification familiale. Il était donc naturel que je vienne également remercier et reconnaître ce leadership-là et également parler des perspectives. Alors nous avons également abordé la continuité et les bonnes relations de coopération que nous avons et nous avons parlé également du nouveau programme de coopération qui va se mettre en place à partir de 2024. Et enfin, je tiens vraiment à féliciter les efforts qui sont menés par le gouvernement de la République de Madagascar dans le cadre de la planification familiale. La semaine prochaine, nous allons célébrer la journée internationale de la jeunesse et je sais que c'est une activité multisectorielle qui va engager aussi bien le ministère de la Santé que les autres ministères et à ce niveau-là, nous remarquons un engagement très fort.
Dans un tout autre sujet, nombreux sont les jeunes qui s'intéressent et choisissent le domaine de la formation professionnelle à Madagascar actuellement. La maçonnerie fait partie des types de formations qui répondent aux besoins du milieu de travail à Madagascar. Le gouvernement a également renforcé la formation technique et professionnelle en maçonnerie au cours des 2 dernières années, de sorte que de nombreux jeunes en sont diplômés et aujourd'hui, ils étaient 27 à avoir obtenu le diplôme en maçonnerie. Lionel Martinez sur les images de Sech Adjianabou. Plus de 64% de la population de Madagascar sont des jeunes de moins de 25 ans. La promotion et l'amélioration des conditions de vie des jeunes malagasy à travers l'octroi de formations techniques et professionnelles qui répondent aux besoins du pays fait partie de la vision du gouvernement actuel pour garantir le développement. Ainsi, il a été constaté que de nombreux jeunes sont actuellement intéressés par le domaine de la maçonnerie, un travail toujours en vogue. Au cours des 2 dernières années, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a collaboré avec des entreprises privées pour renforcer les compétences des jeunes malagasy. Une trentaine de jeunes a suivi une formation sur la maçonnerie grâce à cette coopération. Promouvoir un enseignement technique et une formation professionnelle de qualité pour les jeunes, en particulier les femmes et les personnes handicapées, en fonction des besoins du marché du travail dans chaque région et dans le pays, telle est la vision du gouvernement actuel. 27 maçons ont obtenu leur diplôme aujourd'hui par le biais de la formation du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour Antananarivo. Touamas et Fianarantsoa font partie des bénéficiaires de cette formation sur la maçonnerie. Néanmoins, elle sera étendue à d'autres régions selon toujours les informations. Concernant maintenant les actualités sportives, plusieurs jours après le début des Jeux de la francophonie, la délégation malagasy est toujours confrontée à des problèmes d'hébergement et de restauration. En effet, le pays hôte de la compétition, la RD Congo, a rencontré des problèmes d'organisation. D'un autre côté, face à cette situation, les chefs de la délégation malagasy ont trouvé des solutions pour que les athlètes malagasy puissent participer aux épreuves dans les meilleures conditions. La courte vidéo de Christina Rakutbey, basketteuse de l'équipe féminine Ankway, participant aux Jeux de la francophonie à Kinshasa, en RD Congo, a créé la polémique ce mercredi. Elle a indiqué dans cette vidéo que la délégation malagasy composée d'athlètes et d'artistes ne dispose pas d'hébergement fixe et que la nourriture était également médiocre, ce qui réduisait ainsi leur performance. Face à cela, certains ont immédiatement critiqué le gouvernement malagasy. Ainsi, le chef de la délégation culture malagasy s'est exprimé face à cette situation. Mambao Kafechanianarakut-Njaswav a affirmé que c'est l'organisation du pays hôte qui est médiocre, même si tous les pays participants comme Madagascar ont déjà payé leur contribution pour la nourriture et le logement. Les responsables de la République démocratique du Congo ont tenté de résoudre le problème à la suite de la recherche constante des solutions par les responsables malagasy à la tête de la délégation locale, selon les explications. Ainsi, la vidéo réalisée par la joueuse d'Ankway, Christina, ne s'adressait pas au gouvernement malagasy, mais aux responsables du pays hôte qui devraient améliorer l'accueil des délégations étrangères. Ensuite, le match retour entre l'Angola et Madagascar aura lieu le jeudi 7 septembre dans le cadre de la 6e journée de qualification pour le CAN 2023 qui se tiendra au Côte d'Ivoire. Ce match se déroulera au stade national de Lubango en Angola à 19h heure locale selon les informations publiées par la Fédération malagasy de football. Lors de la 2e journée, les 2 équipes se sont rencontrées au stade Barry Mamas et ont fait match nul sur le score de 1-1 le 5 juin 2022. Il convient de noter que ce match est toujours important bien que les Barias ne peuvent plus être qualifiés, même s'ils sortent victorieux, car il s'agit des matchs qui leur permettent de préparer d'autres compétitions à venir et améliorer le classement de la FIFA. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, une intervention militaire au Niger serait la dernière option sur la table pour rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État il y a une semaine, a estimé mercredi un responsable de la CEDEAO, le bloc d'Afrique de l'Ouest dont les dirigeants ont menacé d'utiliser la force. France 24.
Dans son uniforme de chef militaire, il dit s'exprimer au nom de la présidence du Niger. À la télévision mercredi soir, le général Tiani, qui s'est autoproclamé dirigeant du pays, a dénoncé les sanctions prises contre le Niger par la CEDEAO. Elles visent selon lui à humilier le pays. S'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. La CEDEAO a ordonné un blocus économique du Niger en réaction au putsch militaire survenu il y a 8 jours. Toutes les transactions commerciales et financières sont suspendues et le Nigeria voisin a coupé son approvisionnement en électricité. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les chefs d'état-major ouest-africains ont réitéré leur menace d'utiliser la force en dernière option si le président nigérien Bazoum, démocratiquement élu, n'est pas rétabli d'ici dimanche. Si nous pouvons recourir à une résolution pacifique de l'ordre constitutionnel dans le pays, soit, c'est notre option préférée, mais nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Et le dernier recours, c'est la planification d'une éventuelle intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour éviter un tel scénario, un important ballet diplomatique s'est poursuivi mercredi. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey pour négocier avec les putschistes, qui ont de leur côté envoyé un émissaire au Mali, pays voisin lui aussi dirigé par une junte militaire. Le Mali, comme le Burkina Faso, ont prévenu que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre à leur encontre. Ensuite, l'ancien président américain Donald Trump, en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, est convoqué jeudi 3 août devant un tribunal fédéral à Washington pour répondre d'accusations liées à ses manœuvres criminelles pour inverser les résultats de l'élection de 2020. France 24. La capitale se prépare à l'arrivée de Donald Trump qui devrait comparaître ce jeudi devant un tribunal de Washington et l'ancien président devrait de nouveau se servir de cette séquence historique pour se poser en victime de l'administration Biden. Il sait que ça marche très bien auprès de sa base électorale. Comme à son habitude, Donald Trump se sert de ses déboires avec la justice comme un atout de campagne. Il a notamment écrit après cette nouvelle inculpation sur son réseau social Truth Social qu'il n'avait jamais reçu autant de soutien. Il a également écrit cette inculpation a révélé au monde la corruption, le scandale et les défaillances qui ont eu lieu aux États-Unis ces 3 dernières années. Et c'est ce qui est frappant, fascinant avec Donald Trump, c'est que finalement, au lendemain de chaque inculpation, eh bien, sa popularité, au lieu de chuter, ne cesse d'être renforcée. Un récent sondage du New York Times montre qu'il est soutenu pour l'instant par 54% de l'électorat républicain. Il écrase complètement ses opposants puisque le second favori, entre guillemets, Ron DeSantis, gouverneur de Floride, obtient quelques 17% d'intention de vote dans ce sondage, donc très loin derrière Donald Trump. Et bien finalement, cette candidature de Donald Trump qui est imprévisible mais qui pour l'instant est encore assez solide, eh bien inquiète le camp démocrate. On a appris par le Washington Post que lors d'une conversation privée avec le président Biden, l'ancien président Barack Obama a dit son inquiétude à Biden à propos de la candidature solide de Donald Trump et il a aussi dit à Joe Biden qu'il ferait tout pour l'aider à être réélu. Du jamais vu en 140 ans, la capitale chinoise Pékin, victime d'inondations meurtrières, a vu s'abattre ces derniers jours les précipitations les plus fortes depuis le début des relevés, avec des opérations de secours qui s'accélèrent mercredi. France 24. La fin d'une longue attente pour ces passagers. Ils arrivent enfin à Pékin ce jeudi matin, après presque 4 jours bloqués dans leur train. En cause, les inondations qui ont coupé la circulation. Nous étions très heureux que la nourriture et l'eau soient larguées par avion lorsque nous nous sommes retrouvés bloqués sans eau, sans électricité et sans réseau téléphonique. Le nord-est de la Chine est noyé sous les eaux, plus particulièrement Pékin et la province du Hebei. Dans la ville de Zhuozhou, le bateau est désormais l'unique moyen de transport pour les secouristes et le temps presse. Il faut encore évacuer des habitants
Près de 9000 sauveteurs sont sur le pont. Il faisait noir la nuit dernière et les conditions n'étaient pas très bonnes. Notre progression a donc été relativement lente, mais ce matin, nous avançons beaucoup plus vite. Une famille est coincée au 2e étage de ce bâtiment. Mais l'évacuation est compliquée car le Zodiac est trop grand pour se faufiler dans l'entrée et utiliser cette couverture comme corde est impossible. Une autre équipe arrive finalement sur les lieux avec un bateau plus petit. Les 8 personnes sont toutes sorties une par une, y compris le grand-père de 80 ans, à moitié paralysé. Quand j'étais coincé à l'intérieur, j'étais vraiment déprimé. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. À Pékin, il est tombé l'équivalent des précipitations de tout un mois de juillet en 40 heures seulement. Jusqu'à 744,8 mm de pluie ont été enregistrés entre samedi soir et mercredi matin, un record depuis 140 ans. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.